Maya Anaïs Yatagen sur ce missile que j'évoquais tiré ce matin donc par la Russie sur Dnipro en Ukraine. Voilà le programme de cette prochaine demi-heure. Bienvenue à tous. Après 2 ans d'investigation, la police brésilienne est formelle. Jair Bolsonaro doit être inculpé. L'ancien président du Brésil est selon elle au cœur d'un complot visant Lula, l'actuel chef de l'État. Une tentative de putsch perpétrée en 2022 pour empêcher le retour au pouvoir de son successeur. L'ancien dirigeant d'extrême droite accuse le juge en charge de l'enquête d'agir en dehors de la loi. Depuis Rio, la correspondante de France 24, Louise Rollet. Bonsoir à vous, Louise. Que reproche-t-on précisément à Jair Bolsonaro? Selon la police fédérale, il a bel et bien conspiré donc en vue d'une tentative de coup d'État qui, on s'en rappelle, a culminé avec les attaques au siège du pouvoir à Brasilia le 8 janvier 2023. Il a été inculpé formellement pour abolition violente de l'état de droit démocratique, coup d'État et organisation criminelle. Dans ce dossier, la police s'appuie sur plusieurs indices. D'une part, l'ex-chef d'État aurait rédigé une proposition de décret qui visait en 2022 à instaurer un état d'urgence et à convoquer de nouvelles élections avant l'investiture de Lula. Le dossier s'appuie aussi sur des réunions au contenu putschiste qui ont été enregistrées et retrouvées par les enquêteurs, des réunions entre Bolsonaro et des hauts membres de son gouvernement, mais aussi avec le commandant des forces armées de l'époque. En somme, pour la police, Jair Bolsonaro était au courant de tout et même du projet d'assassinat visant Lula avant son investiture, un projet révélé mardi par la police suite à l'arrestation d'un policier et de 4 militaires, dont un général de réserve. Il était la tête pensante de cette opération secrète et à l'époque, c'était aussi le numéro 2 du cabinet présidentiel de Bolsonaro. Alors des accusations très graves, que risque l'ancien président ? Dans cette affaire, il risque jusqu'à 28 ans de prison, mais il est également visé par d'autres enquêtes. En tout cas, lui, depuis le début de cette affaire, il nie tout en bloc et il parle de persécution politique. Ce jeudi, il a réagi en accusant le juge Alexandre de Moraes, qui est le rapporteur de l'enquête à la Cour suprême, d'outrepasser la loi. Il a aussi affirmé que le combat commencerait au bureau du procureur général, car il appartient désormais au procureur général d'inculper ou non Jair Bolsonaro et ses alliés devant la Cour suprême. Si la Cour accepte ensuite l'acte d'accusation, ils seront alors mis en cause et jugés. Le parquet évalue en tout cas la possibilité de regrouper les charges contre l'ancien président en un seul acte d'accusation, car il est inculpé dans plusieurs affaires. Toutes ces accusations, en tout cas, elles pourraient signer la fin politique du champion de l'extrême droite brésilienne, frappé déjà par une peine de 8 années d'inéligibilité pour ses attaques sans preuve contre le système de vote électronique brésilien. Pour les bolsonaristes qui comptaient sur une annulation de cette condamnation pour que Bolsonaro puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2022, avec cette affaire, on voit bien que leurs espoirs sont en train de s'envoler. Merci beaucoup Louise Rollet depuis Rio. L'avertissement à présent sans détour de Vladimir Poutine. Le président russe n'exclut pas de frapper des pays dont les armes sont employées par l'Ukraine contre la Russie. Kiev a utilisé cette semaine des missiles américains et britanniques. Réponse de Moscou ce jeudi, un missile balistique hypersonique tiré sur la ville ukrainienne de Dnipro. Alexandra Korani. La frappe a eu lieu ici, dans la ville de Dnipro. 2 personnes ont été blessées. C'était fort. On était assis dans la cave, c'était effrayant, on est sortis et tout brûlait déjà. Peu après l'attaque, l'armée ukrainienne a accusé la Russie d'avoir utilisé un missile balistique intercontinental, ce qui serait une première depuis le début de la guerre. Mais l'allégation est à prendre avec précaution. Les expertises sont toujours en cours. Vladimir Poutine, de son côté, dément et affirme avoir frappé avec un nouveau type de missile. Les forces armées russes ont lancé une frappe combinée sur l'une des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des tout nouveaux systèmes de missiles russes à moyenne portée a été testé dans des conditions de combat. En l'occurrence, avec un missile balistique dans une ogive nucléaire hypersonique.
Une version qui semble correspondre à celle d'un responsable américain qui, sous couvert d'anonymat, affirme qu'il s'agissait d'un missile balistique, mais pas intercontinental. L'Ukraine elle-même s'en tient désormais à évoquer un nouveau type d'arme. Aujourd'hui, notre voisin fou a montré une fois de plus qui il est vraiment et à quel point il méprise la dignité, la liberté et la vie des gens en général. Et aussi à quel point il a peur. Il a tellement peur qu'il utilise déjà de nouveaux missiles. Quelques jours plus tôt, l'Ukraine avait utilisé pour la première fois des missiles Attack-MS fournis par les États-Unis pour frapper la Russie dans la région de Briansk. Le Kremlin affirme également avoir abattu des missiles Storm Shadow et accuse donc l'Ukraine d'avoir utilisé ces armes à longue portée de fabrication franco-britannique. Ce serait, semble-t-il, l'effet Donald Trump. Depuis sa victoire le 6 novembre à la présidentielle, le cours du Bitcoin s'envole. Plus de 30% en 2 semaines, jusqu'à frôler ce jeudi les 100 000 $. Avant d'en parler dans un instant avec notre invité Fabrice Epelboin, le récapitulatif avec Cécile Galluccio. Mon plan est de faire en sorte que les États-Unis soient la capitale mondiale de la crypto-monnaie et la superpuissance mondiale du Bitcoin. C'était le 27 juillet dernier. Donald Trump est alors dans le sprint final de la campagne, à la recherche d'électeurs indécis. Alors pourquoi pas draguer les utilisateurs du Bitcoin ? Pourtant, 5 ans plus tôt, pendant son premier mandat, le républicain était plutôt anti-crypto-monnaie. Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, qui ne sont pas des monnaies et dont la valeur est très volatile et fondée sur du vent. Alors pourquoi le milliardaire a-t-il changé d'avis ? D'abord parce que les crypto-monnaies sont devenues plus populaires avec le temps. Aussi parce qu'il s'est rendu compte que 7% des Américains possédaient des crypto-actifs. Autant d'électeurs potentiels, des électeurs qui, par définition, ont de l'argent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils le lui rendent bien. Les crypto-actifs ont représenté plus de 40% des dons des entreprises à la campagne républicaine, soit plus de 130 millions de dollars. Tant de personnes dans le monde de la cryptographie avaient courtisé Trump et avaient également pris la parole lors d'événements cryptographiques majeurs. Les membres de sa famille ont aussi mis en place des investissements et une société de crypto-monnaie. Le pari s'est avéré gagnant pour tout le monde, puisqu'aujourd'hui, un bitcoin se vend 94 820 €, une hausse de plus de 39% depuis les résultats de la présidentielle américaine. Maintenant qu'il est élu, Donald Trump doit tenir plusieurs promesses. Constituer une réserve nationale de bitcoin, offrir un cadre réglementaire favorable aux entreprises du secteur et nommer une personnalité pro-crypto à la tête du gendarme financier américain. Il devrait aussi créer à la Maison-Blanche un nouveau poste consacré aux crypto-actifs. Selon l'agence Bloomberg, le processus de recrutement aurait déjà commencé. Bonjour Fabrice Epelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, également entrepreneur. Merci d'être avec nous ce soir sur notre antenne. On va jeter un œil sur le cours du Bitcoin justement le mois dernier. On est passé du 6 novembre à 74 445 $ et on frôle ce jeudi les 100 000 $. Alors 97 100 sur l'infographie que l'on va découvrir dans un instant. On est à 98 500 dans la soirée, plus 30% de hausse. Pourquoi un tel succès ? Est-ce que c'est uniquement l'effet Trump ? Il y a un effet qu'on appelle dans le milieu des cryptos le bull run, qui est un mouvement haussier, cyclique, que tout le monde attendait, mais il y a indéniablement un énorme effet Donald Trump et un pari des États-Unis de se reposer enfin sur ces technologies qui ont fait leur preuve. Le Bitcoin est là depuis plus de 15 ans. Désormais, ça va devenir une réserve stratégique aux États-Unis. Ça va devenir quelque chose de beaucoup plus accepté par à la fois le grand public, mais surtout les banques, qui notamment en Europe ont de grandes difficultés à typiquement accueillir des startups qui travaillent dans le monde de la crypto. Et puis, il va enfin y avoir un cadre législatif favorable aux cryptos quelque part dans le monde et pas n'importe où dans la première économie du monde. Donc c'est clair que c'est des signaux extrêmement positifs pour la crypto en général, mais le Bitcoin en particulier, qui est vraiment l'élément central de tout cet écosystème qui veut renouveler complètement la façon dont la finance fonctionne. D'autant plus que Donald Trump pourrait créer un poste de secrétaire dédié aux crypto-monnaies, et ça forcément ça ne peut que booster leur cours. Le fait d'avoir des décideurs politiques et des législateurs qui comprennent cette technologie, qui comprennent les enjeux et le potentiel, c'est sûr que c'est un avantage phénoménal par rapport à ce qu'on a au niveau français ou même au niveau européen. On n'a pas les compétences au sein du législateur pour
offrir un cadre favorable. La Suisse avait pris une grande longueur d'avance, c'était devenu le centre de la crypto européen, mais là c'est clair que les États-Unis vont avoir un effet d'aspirateur sur tous les projets, toutes les ambitions, toutes les compétences. 100 000 $ avant la fin de l'année, vu l'évolution, c'est très fortement probable. Vous disiez aussi que c'était cyclique, ça veut dire aussi que tout peut retomber d'un jour à l'autre. Ah oui, ça peut retomber de 100 000 $ à 70 000 $ pour finir par 200 000 $ dans 1 an et demi. Oui, c'est à peu près ce qui est attendu, très honnêtement. Ça peut avoir d'autres trajectoires, mais ça ne retombera pas à zéro. Ça n'est pas un scam, ça n'est pas une arnaque. On a passé ces débats de discussion de bistrot qui étaient habituels sur le Bitcoin un peu partout dans les médias français. Désormais, c'est reconnu comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça va intégrer une réserve stratégique. Ça va donner lieu à une innovation absolument incroyable qui a déjà commencé, finalement, il y a assez peu de temps. Il y a 4-5 ans que vraiment l'innovation pétille dans le monde du Bitcoin, notamment à travers la finance décentralisée. Là, on va passer à un échelon supérieur. Donc, c'est tout à fait normal que tout d'un coup, il y ait des signes extrêmement positifs sur les marchés. Du reste, les marchés traditionnels, le Nasdaq, le Dow Jones, ont considérablement augmenté au lendemain de l'élection de Donald Trump, alors que les marchés européens étaient en berne. Oui, le débat que vous évoquiez sur le fait que cette monnaie est dépassée ou pas, et comment dire, est une vraie monnaie ou pas, est complètement effectivement dépassée à l'heure où on se parle. Est-ce que ce succès du Bitcoin, justement, il peut attirer le secteur de l'innovation européenne aux États-Unis ? Oui, c'est clair qu'il va l'attirer. Il y a un cadre réglementaire. La première contrainte pour l'innovation autour des cryptos, c'est vraiment le cadre réglementaire. Et c'est très compliqué en Europe, extrêmement compliqué. Encore une fois, parce que le législateur ne comprend pas bien ce qu'il régule et que, donc, fatalement, il se laisse glisser des amendements par une industrie bancaire qui ne veut pas entendre parler des cryptos et qui va, du coup, se retrouver face à une industrie bancaire américaine qui va entamer sa transformation de façon très rapide et probablement très violente. On sait que le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie nationale. Là, on évoquait ensemble les États-Unis qui veulent faire une réserve nationale de Bitcoin. Ça veut dire quoi concrètement ? En fait, au-delà du Salvador, il y a une quantité de pays qui adoptent le Bitcoin de façon plus ou moins intime, comme le Salvador, du fait de la faiblesse de leur propre monnaie. Et donc, ils se reposent sur des choses qui sont finalement, certes volatiles, mais bien moins que le pesos du Salvador. On va avoir dans les économies qui sont défaillantes ou qui donnent des risques de défaillance un passage massif aux crypto-monnaies. On l'a observé aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Ça va être de plus en plus adopté. Et ce qui est intéressant pour ce qui est des États-Unis, c'est que si on a des taux d'adoption du Bitcoin qui sont de l'ordre de 7-8%, ils sont très inégaux dans la société. Et on trouve typiquement dans les communautés latino-black beaucoup plus de détenteurs de Bitcoin. Donc fondamentalement, le mouvement de Donald Trump, c'était à la fois de profiter d'un potentiel d'innovation dont personne ne voulait saisir, sans doute du lobbying de la part de gens comme Elon Musk, et très probablement de l'opportunisme politique, parce que ça lui permettait de faire un cadeau à une démographie qui autrement était hésitante. Tous les détenteurs de Bitcoin aujourd'hui comptent leurs bénéfices. C'est très clairement le calcul que s'est fait Donald Trump pour massivement déclarer les portes ouvertes sur le Bitcoin aux États-Unis. Rapidement, Fabrice Eppelboin, je disais que vous étiez entrepreneur. Vous avez vous-même cédé à la tentation du Bitcoin ? Oui, moi j'enseignais le Bitcoin en 2014 à Sciences Po. Donc ça remonte. Je l'enseignais essentiellement sous un angle politique. Le Bitcoin est une monnaie décentralisée, il n'y a pas de banque centrale. Et du coup, ça impose de réfléchir à ce que c'est que la monnaie. C'est une monnaie dont la réserve est connue d'avance, contrairement à l'euro ou le dollar, où la planche à billets peut fonctionner sur des raisons qui échappent à tout le monde et notamment au contrôle démocratique. Donc c'est un excellent sujet de sciences politiques, le Bitcoin. Et c'est un sujet que j'enseigne avec quasiment toutes mes classes depuis plus de 10 ans maintenant. Ah oui, alors vous enseignez effectivement le Bitcoin. Ma question, c'était de savoir si vous avez cédé à la tentation du Bitcoin en tant qu'entrepreneur. Oui, alors j'ai cédé à titre particulier en tant qu'investisseur. Et puis j'ai un projet qui repose
pas sur le Bitcoin, mais sur les crypto-monnaies, la crypto-économie et la finance décentralisée. C'est vraiment dans la finance décentralisée qu'on a un potentiel d'innovation absolument dingue, aussi bien dans le monde de la banque, de l'assurance ou de tout un tas de produits financiers qui peuvent se réinventer avec ces technologies et offrir une compétitivité que le secteur bancaire traditionnel ne peut pas faire. Merci beaucoup Fabrice Epelbois, enseignant à Sciences Po Paris. Vous avez cédé, vous, au Bitcoin, Johanna ? Non, mais j'aurais peut-être dû. Oui. Effectivement, quand on voit que ça frôle les 100 000 $, c'est encourageant. On parle tout de suite d'économie avec le JT de l'écho de Johanna. Alors, pas de Bitcoin au menu. Non, pas aujourd'hui. Mais Gautam Adani, un homme d'affaires indien inculpé par les États-Unis pour corruption. Oui, Gautam Adani, c'est un entrepreneur de 62 ans qui s'est lancé dans les affaires très jeune puisqu'il a monté son entreprise à seulement 26 ans. C'était en 1998 et depuis, il a bâti un empire. Il est présent dans énormément de domaines, notamment les ports, les routes, l'agriculture, les médias ou encore l'énergie. À tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des Indiens les plus riches du pays. Il est à la tête d'une fortune personnelle d'environ 70 milliards de $. Mais hier soir, coup de théâtre, la justice américaine a décidé de l'inculper pour corruption car entre 2020 et 2024, il aurait participé au versement de 265 milliards de $ de pots de vin à des fonctionnaires du gouvernement indien. Alors, est-ce qu'on sait justement l'objectif de ces pots de vin ? Alors, d'après le procureur fédéral de Brooklyn, donc, qui a révélé cette inculpation, l'objectif de ces versements était de décrocher des contrats dans le domaine de l'énergie solaire, des contrats censés rapporter à son groupe pas moins de 2 milliards de $ sur 20 ans. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'Adani fournissait à la CECI, qui est une entreprise publique, de l'énergie solaire. Le problème, c'est qu'il lui fournissait à des prix très, très élevés. La CECI avait donc beaucoup de mal à revendre ensuite cette énergie à des distributeurs. C'est donc à ce moment-là qu'Adani aurait versé des pots de vin pour inciter finalement les distributeurs publics à racheter cette électricité, et ce, malgré son prix très élevé. Voilà ce qu'affirme aujourd'hui la justice américaine. Et le groupe n'a pas reconnu les faits. Alors non, sans grande surprise, il a publié un communiqué dans lequel il a démenti ces accusations en affirmant qu'elles étaient sans fondement et qu'il allait désormais rechercher tous les recours juridiques possibles pour y faire face. De son côté, le principal parti d'opposition, celui de Rahul Gandhi, s'est empressé de demander l'arrestation de Gautam Adani, même s'il a reconnu que ça serait probablement un petit peu compliqué puisque l'homme d'affaires bénéficie, selon lui, de sa proximité avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Écoutez. Adani contrôle toute la structure financière du BJP, le parti du Premier ministre. Donc, même s'il le voulait, Narendra Modi ne pourrait prendre aucune mesure contre Adani. On peut dire qu'il a en quelque sorte piraté le pays. L'Inde est sous l'emprise d'Adani. En tout cas, qu'Adani soit arrêté ou pas, ces accusations de corruption ont déjà des conséquences sur ces entreprises. Leurs actions ont dégringolé aujourd'hui à la bourse de Bombay de 22% pour la maison mère et de près de 19% pour la filiale énergie solaire. On passe au Kenya ? Non, à la COP29. À la COP29, effectivement, pardonnez-moi, je me suis trompé dans mes feuilles qui se terminent à Bakou, en Azerbaïdjan. Oui, d'ici là, les négociations se poursuivent pour trouver de quelle manière les pays riches doivent soutenir financièrement les pays en voie de développement afin de réduire leurs émissions de CO2. Mais déjà, des initiatives ont vu le jour ces dernières années. C'est le cas notamment du FIDA, un fonds qui a été créé par l'ONU, qui aide les petits producteurs à s'adapter au changement climatique. Exemple au Pérou, où des apicultrices ont pu en profiter. C'est ce que nous raconte Jade Lévin. Perchées à plus de 2700 mètres d'altitude, ces apicultrices viennent récolter leur miel. Une victoire en soi, alors que leur commerce était au bord du gouffre il y a seulement 3 ans. On allait vérifier les ruches et on a trouvé les boîtes pleines d'abeilles mortes. Pour nous, cela a été une difficulté énorme. Car les Andes péruviennes souffrent du réchauffement climatique. Les glaciers reculent, les pluies et les sécheresses s'intensifient, ce qui affecte les abeilles et donc la production du précieux nectar. Alors, pour sauver leurs ruches, ces femmes en première ligne du changement climatique ont bénéficié d'une aide financière donnée par le Fonds international de développement agricole de l'ONU, destinée aux petits producteurs vulnérables.
L'accès au financement est l'un des facteurs clés, car sur l'ensemble des flux financiers internationaux consacrés au climat, on estime que moins de 2% sont directement consacrés au travail avec les communautés rurales. 1 milliard de dollars ont été accordés par ce fonds à l'Amérique latine l'année dernière, dont 60% ont été investis dans l'action climatique. Une aide précieuse pour ces femmes en milieu rural, qui leur permet aussi d'être plus autonomes, alors qu'une grande partie d'entre elles restent dépendantes des hommes pour gagner leur vie. Et voilà pour le journal de l'économie. Merci Johanna Citruc. On passe tout de suite à Info ou Intox. Bonsoir Mayana Issiatagen. Bonsoir. Vous revenez sur les tirs de missiles russes sur l'Ukraine. Les observateurs de France 24 ont pu décortiquer les nombreuses vidéos de l'attaque qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? Eh bien, cette vidéo que je vais vous montrer nous permet de confirmer la géolocalisation des frappes. Alors, selon les forces ukrainiennes, les Russes ont lancé 9 missiles. Et sur cette vidéo, derrière moi, vous allez voir des flashs de lumière, 6 très précisément, qui correspondent justement à des frappes. Et grâce à ces images, même si elles sont de nuit, vous le voyez, eh bien, on a pu géolocaliser grâce à des éléments notables. Alors, je vous ai fait une petite capture d'écran pour que vous puissiez les repérer un peu plus facilement. On va les décortiquer ensemble. Le premier, c'est ce bâtiment-là qui semble avoir une sorte de clocher, de beffroi, de tour illuminé. Ce bâtiment, on le retrouve ici. Le deuxième élément notable sur cette photo, c'est cette zone-là qui semble être des cheminées qui semblent faire penser à un site industriel. Et justement, eh bien, dans la ville de Dnipro, quand on va sur ces images satellites, on tombe sur un site industriel justement à cet endroit-là. Alors ici, il y a un carrefour et je vais zoomer, car évidemment, vous ne voyez rien sur cette image, je le sais très bien. Sur ce zoom, vous reconnaissez ce bâtiment que je vous ai mis en haut. Et alors, où sont passées les cheminées ? On les voit en tout petit sur cette image ici, mais je vous ai aussi récupéré une version satellite de Yandex, si je réussis à vous la montrer. Et non, ça y est, j'ai cassé l'écran. Tout va bien, elles sont là. Voilà, ici on voit en tout petit le bâtiment dont je vous parlais et surtout mes fameuses cheminées qui nous permettent de confirmer que c'est bien donc à Dnipro que les frappes ont eu lieu vers cette zone de site industriel. Et pour avoir des réponses, les journalistes se sont d'abord tournés vers les porte-paroles russes. Et là, eh bien, c'était 2 salles, 2 ambiances. La première avec le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a répondu « Je n'ai rien à dire sur ce thème ». Par contre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle Maria Zakharova, eh bien, elle est carrément devenue virale grâce à une vidéo qui a beaucoup donc circulé. Vous allez la voir derrière moi et puis je vais surtout vous laisser lire les sous-titres et écouter ce petit moment de conférence de presse de Maria Zakharova. Да, хорошо, спасибо. Et oui, les micros étaient ouverts pendant le point presse de Maria Zakharova et donc on a pu entendre une voix mystérieuse lui dire en russe de ne pas répondre. Donc ces consignes qu'elle aurait reçues ont bien sûr agité la toile, qui ont crié au coup monté. Est-ce que ce serait un coup de Moscou pour impressionner les Occidentaux ? Alors ce coup de fil, il a eu lieu au bout de 1h32 de conférence de presse. On le voit ici grâce à cette image arrêtée sur le compte de Maria Zakharova. On retrouve cette conférence de presse. L'image est encore une fois bien réelle. En tout cas, cet incident a été repéré par les agences de presse russes qui ont demandé à la porte-parole pourquoi est-ce qu'elle avait eu cet appel à ce moment-là. Et elle a dit « Circulez, il n'y a rien à voir, j'ai demandé plus d'informations » et je les ai eues au moment du point presse. À noter dans cet extrait, l'homme au téléphone parle d'une frappe sur Yuzhmash. Et bien ça, c'était le nom de l'usine de fabrication de satellites à Dnipro qu'on avait géolocalisé juste avant. Et depuis, Vladimir Poutine, le président russe, s'est exprimé et tranché. La dernière question qui restait, quel type de missile a été utilisé lors de cette frappe ? Alors selon les Ukrainiens, il y a donc eu 9 missiles, dont un inédit. Il l'annonce dans un communiqué ce matin. Un missile balistique intercontinental aurait été lancé depuis une région russe. Ce missile, il s'appelle l'ICBM. C'est un type de missile sol-sol conçu pour transporter des ogives nucléaires à plus de 5500 km en passant par l'espace. Alors c'est un vecteur de dissuasion nucléaire, même si ici il a été très rapidement confirmé que ce missile ne contenait absolument aucune charge nucléaire. Plus tard dans la journée, les Américains ont donné un démenti. Vous allez voir un petit extrait ici
ici donc les Américains qui disent non, c'était un missile expérimental de moyenne portée. Une correction qui a été d'ailleurs confirmée par Vladimir Poutine lui-même dans un point presse donc aujourd'hui qui dit que la Russie a frappé l'Ukraine avec un nouveau missile balistique hypersonique à moyenne portée surnommé Oreshnik, et donc c'est une portée entre 3000 et 5500 km. Ce qui est intéressant selon les experts, c'est de regarder cette différence entre la portée probable du missile pour au final frapper l'Ukraine toute proche, ce qui signifierait pour eux que la cible était bien plus politique que militaire dans un contexte de tension exacerbée. Info ou intox avec ce soir Maya Anaïs Yatagen. Merci à vous Maya. Je vous propose, Maya, avant de vous quitter, un petit spectacle, un gros spectacle. Regardez, toujours aussi magnifique qu'impressionnant, c'est celui que nous offrent les éruptions volcaniques. Nous sommes dans le sud-ouest de l'Islande, sur la péninsule de Reykjanes. 7e fois de l'année que la lave jaillit dans la région. Les habitants ont été évacués par précaution. A priori, aucune infrastructure est menacée. On se quitte sur ces images et on se retrouve dans 4 minutes pour une nouvelle édition dans l'Actu 360.